Gaëtan Gracia convoqué au commissariat pour apologie du terrorisme. Alors Gaëtan Gracia, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un militant de Révolution Permanente et syndicaliste à la CGT. On va regarder tout ça de toute façon plus en détail, mais en gros, comme beaucoup de pro-palestiniens, en apportant son soutien, on lui a dit vous êtes un soutien du Hamas, et il a dû se faire pharos, se faire signaler, et il se retrouve convoqué par la police. La répression est assez grande. Étonnamment, quand on dit voilà, que les enfants palestiniens, c'est des dommages collatéraux, là on n'est pas convoqué par la police, mais lui il a été convoqué par la police. Alors il nous raconte ça sur Twitter dans une petite vidéo. Je suis convoqué au commissariat pour apologie du terrorisme. C'est ce mardi à 11h. Donc la vidéo, là je la tourne le 24, je sais pas quand je vais la sortir avant mardi de toute façon. C'est mardi 28 si vous voulez y aller. Mardi 28 à 11h à Toulouse, devant le commissariat de Toulouse, il y aura un rassemblement de soutien. Donc voilà, c'est important si vous pouvez venir le soutenir. Soutenir la Palestine n'est pas un crime. Salut tout le monde, je fais cette courte vidéo pour informer que je serai convoqué ce mardi 28 novembre à 11h au commissariat de police de Toulouse pour soi-disant apologie du terrorisme. Donc j'ai pas le détail de l'expression sur les réseaux qui est incriminée, mais c'est de toute façon pour des posts en soutien à la Palestine. Du coup, je voudrais rappeler quelques faits simples. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a plus de 14 000 Palestiniens qui ont été tués, dont 6 000 enfants. C'est un véritable massacre. Beaucoup sont en train de parler d'un vrai génocide. Et dans cette situation-là, on n'aurait pas le droit d'avoir une autre position que celle de Macron et du gouvernement, qui est soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Sinon, on prend le risque d'être taxé de soutien au terrorisme, de apologie du terrorisme, etc. Donc vous avez vu que c'est les mêmes accusations qui ont été utilisées contre d'autres militants et militantes. Par exemple, Daniel Obono, député de la France Insoumise, par exemple des organisations comme le Nouveau Parti Anticapitaliste, contre le secrétaire de l'Union départementale de la CGT dans le Nord, contre Rami Chat, qui est un militant palestinien, etc. Et y compris, ça peut toucher pas que des militants, mais n'importe lequel d'entre vous, et y compris vos enfants. Je rigole pas en disant ça, puisque encore récemment, il y a un enfant de 10 piges qui a été convoqué pour apologie du terrorisme. Il me semble que c'est à Perpignan. Donc voilà. J'étais pas au courant. Un enfant de 10 piges convoqué pour apologie du terrorisme, c'est délirant. Hein. C'est vraiment la chasse aux sorcières, on croirait à l'Inquisition. Voilà, c'est une situation que ça peut plus durer, on peut plus accepter cette situation. Je sais qu'il y aura un rassemblement au moment où je suis convoqué le mardi 28 novembre à 11h devant le commissariat central de Toulouse. Je remercie d'avance toutes ceux et celles qui seront là. Et à la fois, ça fait chaud au cœur pour mon cas personnel, mais ça dépasse largement mon cas personnel parce que c'est tout simplement le droit à défendre notre liberté d'expression et la liberté de soutenir la Palestine. Il faut répéter en fait ce qu'on dit dans les manifs dernièrement, que soutenir la Palestine n'est pas un crime, tout simplement. Donc, soutien total à lui, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, hein, Gaëtan Gracia, et puis à lui dire votre soutien, et ceux qui sont à Toulouse évidemment, allez au rassemblement mardi à 11h. Moi je le connais depuis un certain temps, hein, Gaëtan Gracia. Calme-toi, calme. Je me souviens de ce TikTok sur la chaîne de Révolution Permanente pendant les réformes des retraites. Je trouve qu'il a une certaine bonhomie aussi, Gaëtan Gracia, et je vais vous mettre ça permettra d'apprendre à le connaître. Une fois n'est pas coutume, je vais réagir à Olivier Dussopt. D'une forme d'extrême gauche qui ne connaît des classes populaires que ce qu'ils ont appris dans les manuels de sciences politiques et plutôt dans le 7e arrondissement. Vous avez ce type-là qui respire la trahison, qui est en costard, qui est ministre et qui dit voilà, l'extrême gauche ne connaît pas les classes populaires alors que moi, c'est ridicule. Et oui, notre cher ministre du Travail qui fait que de nous provoquer, et cette fois quand je dis nous, c'est mes camarades et moi de Révolution Permanente. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Olivier? Sur BFM TV, d'abord il a commencé par s'attaquer à Adèle Haenel, donc évidemment je lui envoie mon soutien total face aux attaques de fachos, l'extrême droite, face à Olivier Dussopt, ce gros bouffon qui reprend tous leurs arguments, donc évidemment qu'on la soutient totalement. Et après, je sais pas, il était en confiance, il a continué, il a dit Révolution Permanente, les marxistes révolutionnaires de salon qui connaissent les classes populaires que dans les livres de sciences politiques du 7e arrondissement. J'ai rien compris déjà à ta phrase. 7e arrondissement de quoi? Je sais même pas où c'est. Et surtout, arrête de vouloir jouer à qui est le plus prolétaire de France parce que c'est pas toi. L'extrême gauche française aujourd'hui, c'est la révolution des salons. C'est-à-dire
C'est facile hein, d'être révolutionnaire quand on sait que la révolution ne touchera pas votre petit confort. Ah, mais c'est n'importe quoi, le gars, il se prend pour Jean Prolo, quoi. Toujours plus facile d'être révolutionnaire quand on a de l'argent. Pourquoi ils t'ont mis dans la tête que t'étais un mineur de fond? T'as fait un job d'été de 2 semaines et ça y est, tous tes potes macronistes, ils ont dit c'est toi. C'est toi le prolo, dealer. Dealer. Mais non, tu ne l'es pas. Calme-toi, calmez-le, je sais pas, faites un truc. Mais non, malheureusement, il n'y a personne pour le calmer. Puisque j'ai vu la dernière interview, j'imagine comment ça s'est passé. Dans une réunion de macronistes, vous étiez là. Putain, quand même, personne n'en veut de cette réforme et tout. Comment on va faire taper un élément de langage, un truc? Et là, il y en a un qui a proposé, putain, mais si Olivier, il faisait des pompes. Non, c'est vrai qu'il y a ce truc-là à l'époque, il y avait Olivier qui faisait des pompes. On nous expliquait que c'était un go muscu et tout. N'importe quoi. Et les mecs, ils ont dit ouais, avec des abdos aussi. Ouais, grave bonne idée. Il y en a un, il a rajouté, et même il mangerait des steaks tartare. Tout le monde a dit non, mais quand même, force pas. Et il y a Elisabeth Borne, sûrement, elle a dit, même les steaks tartare, ça passe, mets-le, vas-y. Et on se retrouve en interview avec Olivier Cristiano Dussopt. Voilà, il est viril, Cristiano Dussopt, il est viril. Il va vous taper. La réforme, elle va pas passer par 49.3. Elle va passer par Olivier Dussopt. Ça veut dire, il va venir chez vous. Il va vous taper si vous travaillez pas jusqu'à 64 ans. C'est bon ou pas? Vous avez peur maintenant d'Olivier? Non mais calmez-le, ça va aller jusqu'où? Bientôt, il va montrer ses pecs sur le plateau. Quel pec? C'est une truite. Ok, il a des branchies. Remettez-le dans l'eau. Non, mais... Il faudrait qu'il fasse plus de vidéos parce qu'en vrai, il est assez vidéogénique. Il est assez cinégénique. Je sais pas. Je crois qu'il a Instagram aussi. Bah, vous pourrez aller voir. Je le suis pas moi sur Instagram. Je suis pas trop sur ce réseau. Et ça se trouve, il fait des stories pas mal. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un à suivre. Il avait aussi eu un article dans Frustration Magazine, donc le magazine de Nicolas Framont. L'unité entre collègues est essentielle dans une entreprise, c'est aussi vrai à l'échelle de la classe ouvrière d'un pays. Entretien avec Gaëtan Gracia, syndicaliste et révolutionnaire en 2021 déjà. Soutien aux travailleuses licenciées de l'ATCOR Tunisie. Sillonne les usines du secteur pour mener une lutte implacable contre des directions de l'aéronautique qui profitent de la crise sanitaire pour délocaliser. Gaëtan Gracia est tourneur-fraiseur chez un sous-traitant aéronautique. Et après avoir créé une section CGT et obtenu des augmentations pour ses collègues, il est devenu l'un des visages de la contestation au travail en France. Âgé d'une trentaine d'années, l'enthousiasme chevillé au corps, il fait partie de cette génération de militants ouvriers qui se revendiquent révolutionnaires et donnent à la classe laborieuse de nouveaux horizons, loin de la résignation des directions syndicales et des appels de la gauche institutionnelle à attendre la présidentielle. Dans cet entretien, il nous donne ses techniques pour rassembler ses collègues et établir un rapport de force et faire la révolution. Entretien réalisé par Nicolas Framont. Bon, il nous parle un peu de son parcours professionnel, comment il est venu à se syndiquer, qu'est-ce qui l'a inspiré pour agir. J'avais lu pas mal de choses sur les organisations clandestines et je l'ai mis en pratique. Par exemple, tout est organisé par cercle de 3 personnes qui ne se connaissent pas toutes entre elles. C'est quoi ça ? Concrètement, je pense que chacun vient avec un chemin différent au syndicalisme. Moi, j'ai étudié l'économie, le marxisme, le capitalisme. Ça correspondait à des choses que je voyais dans ma propre vie. J'ai rencontré des militants révolutionnaires et je me suis rendu compte que ce n'était pas une idée folle, que tout un courant révolutionnaire existe et qui s'est opposé au stalinisme et qui a maintenu les idées marxistes révolutionnaires. Et dans ce courant, il y a l'idée d'une intervention syndicale sur les lieux de travail. Donc évidemment, c'est un courant trotskiste, révolution permanente. Pour créer notre syndicat, ça a été toute une histoire. Nous travaillions pour un sous-traitant aéronautique qui, à l'époque, avait 250 salariés. C'est une usine assez petite et très dure dans son management. Il n'y avait ni grève ni syndicat parce qu'il y avait une répression forte de la part de la direction. Il faut savoir qu'en 1936, puis en 1968, l'aéronautique était à l'avant-garde des luttes sociales. C'est pourquoi le patronat a décidé de tout briser. En 1969, l'État a mis à la tête de Sud Aviation, ancêtre d'Airbus, Maurice Papon. Okay. Avec comme mission de tout casser, de casser tout le militantisme, notamment la CGT et le PCF qui étaient assez installés dans le secteur. Ensemble, ils ont construit Force ouvrière Airbus, un syndicat maison soumis aux directions. On le subit encore, et particulièrement dans la sous-traitance qui s'est mise en place dans les années 90. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que Force ouvrière a été un syndicat créé pour fracturer la CGT. Alors, je ne dis pas que tous les militants qui ont été dedans, encore moins ceux d'aujourd'hui, mais à l'époque, il y a eu notamment des aides de la CIA. Il y avait la volonté de ne pas avoir la CGT avec 4 millions de personnes dedans, qui regroupe tout le monde et qui peut en fait mettre le pays à l'arrêt par une décision collective dans un seul syndicat.
n'y avait pas qu'un seul syndicat, il y avait la CFTC et tout, mais c'était quand même le syndicat largement majoritaire. Et Force ouvrière a permis de scinder le syndicalisme français et donc de casser un peu le syndicalisme, tout comme les partis de gauche aujourd'hui sont plus faibles parce qu'il y en a plusieurs. Alors qu'ils ont un programme assez proche ou qu'ils peuvent se mettre d'accord sur le programme de la NUPES par exemple, bah, si avec un seul parti on serait plus puissant, avec bien sûr des voix divergentes dans le parti, une démocratie interne et tout, mais le fait d'avoir par exemple le PCF et la France Insoumise sur des lignes relativement proches au présidentiel, ben, c'est un peu une balle tirée dans le pied, quoi. Dans ce contexte, il a fallu bien réfléchir à notre intervention. Avant nous, des ouvriers avaient déjà tenté de monter une section syndicale, se présenter à des élections et ils se sont fait virer. On a donc tenté de faire différemment. On a construit le syndicat clandestinement pendant 1 an et demi, en se voyant uniquement à l'extérieur. J'avais lu pas mal de choses sur les organisations clandestines et je l'ai mis en pratique. Par exemple, tout était organisé par cercle de 3 personnes qui ne se connaissaient pas toutes entre elles. Comme ça, s'il y avait une balance, tout le monde ne tombait pas. Et la seule personne qui faisait le lien entre tous ces groupes, c'était moi. Putain, c'est la classe comme truc, hein. Ça, c'est la putain de classe. Quand je suis arrivé dans la boîte, la première personne en qui j'ai eu vraiment confiance est venue chez moi. On a pris une feuille, on a fait 2 colonnes, personne de confiance, personne non fiable. J'aurais fait ça avec chaque personne de confiance. On s'est retrouvé à être une bonne vingtaine. Ce qui est drôle, c'est que chaque collègue que j'allais voir me disait « Moi, je veux bien le faire avec toi, mais tu ne trouveras personne d'autre dans l'usine qui osera. » À la fin, je leur ai dit, les gars, vous m'avez tous dit ça, mais en fait, on est 20, donc c'est dans votre tête qu'il y a du scepticisme. Initialement, on attendait les prochaines élections du personnel pour sortir de l'ombre, mais la réalité nous a vite pris de vitesse. Il y a eu une explosion de colère dans l'usine. J'étais alors en arrêt maladie pour un grave problème de dos, et les collègues m'ont appelé en disant, on va tous faire grève, on est super énervés. On s'est associé à cette colère, on a organisé des assemblées générales, on a préparé cette bataille avec une certaine stratégie, et à la fin de l'histoire, on a gagné 10% d'augmentation de salaire, on a officialisé la création de notre syndicat au moment de cette victoire. Putain, c'est énorme! C'est impressionnant ce que tu me racontes, parce que de mon côté, ce que j'ai pu voir souvent, ce sont des entreprises et des usines où même les syndicats ont perdu l'idée du rapport de force et l'espoir de gagner quelque chose. Quels seraient tes conseils pour installer un rapport de force et changer les choses quand on subit de mauvaises conditions de travail? D'abord, la première chose à faire pour installer un rapport de force, c'est de produire une analyse de la situation. Quand j'ai commencé à travailler dans l'aéronautique, j'ai essayé de comprendre ce qu'était ce secteur. Et précisément, la résignation que tu décris est assez forte dans l'aéronautique. Et ce, pour des raisons que tu peux analyser économiquement. L'aéronautique est un secteur qui est resté relativement à l'abri de toutes les crises, y compris celle de 2008. Il repose sur l'illusion que le trafic aérien double tous les 15 ans. Dans les dernières décennies, c'est ce qu'il s'est passé. Et cette situation génère chez les collègues plus de propension au dialogue social et à la négociation pacifique. En analysant ça, on voyait que la question qui se posait, beaucoup n'étaient pas celle des suppressions d'emplois, mais celle des cadences, des salaires. Et surtout, on savait qu'il y aurait un jour une crise de surproduction, qu'un jour on produirait trop d'avions, ce que la pandémie a finalement produit. Ensuite, comment construire le rapport de force? Dans le cas de notre victoire pour les 10%, je dirais que ce qui a été déterminant, c'était l'unité de nos collègues. Cette unité est essentielle dans une entreprise et c'est vrai à l'échelle de la classe ouvrière d'un pays. Chez nous, les collègues étaient ultra divisés entre CDI et intérimaires, entre l'atelier de frappe à froid, frappe à chaud, d'outillage. Il y a toute une stratégie pour qu'on ne se croise pas trop, qu'on ne se parle pas vraiment avec, en plus, avec des horaires décalés. Il y a des cliques, des clans. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans nos assemblées générales, tout le monde pouvait parler, tout le monde avait la parole et on veillait à ça. Ensuite, il faut clarifier ses revendications, donner une perspective générale. Pour nous, la colère s'exprimait sur notre coefficient dans la grille salariale de la métallurgie. Ça exprimait beaucoup de choses sur les sanctions et sur les salaires. On est intervenu en faisant la démonstration qu'on se battait pour le coefficient, mais aussi pour les augmentations de salaire générales. On faisait 4-5 AG par mois, on faisait monter la pression progressivement. Avec mes camarades, on n'agit pas comme des caricatures de révolutionnaires qui crient grève générale dès le début. On construit le rapport de force, la colère et surtout la confiance des collègues entre eux. Lors de la dernière AG, on a voté à main levée le débrayage pendant la semaine suivante. Les patrons le savaient, ils ont toujours une balance, quelqu'un qui leur a dit avant. Et 2 jours après, on nous a annoncé 10% d'augmentation de salaire qui n'avait évidemment rien à voir avec notre mouvement. Putain, c'est classe. Bon, je vous laisserai dire ça sur Frustration Magazine si vous le voulez, mais voilà. Vous avez un militant révolutionnaire syndicaliste vaillant, basé, un syndicaliste lutte des classes qui sera auditionné au commissariat de Toulouse à 11h mardi. Et évidemment, c'est très peu républicain d'aller le soutenir. Sur ce, je vous invite à nous soutenir sur la chaîne pour qu'on fonctionne de mieux en mieux. C'est cool, là vous voyez une grosse somme d'argent. Ce mois-ci, on va toucher 1053 €. Alors en don par mois,
Je sais pas combien ça fait, c'est marqué collecté par mois. En réalité, c'est collecté ce mois-ci. Mais je crois qu'il y a au moins un truc genre 500 € de mensuel. Et ça, c'est vraiment le mieux. Les dons mensuels, c'est super. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir sur du long terme. Si on sait qu'on va gagner 500 € tous les mois, moi, ça me permet de dire à mon miniaturiste, bon, bah voilà, on te donne, je sais pas, 300, 400 € tous les mois. Comme ça, tu peux arrêter ton petit boulot à côté et tu peux t'adonner plus à la chaîne. Et comme ça, on avance. Et les dons, pas par mois, c'est très bien aussi. Ça va nous permettre d'acheter du matos, ça va nous permettre d'acheter des choses comme ça. Abonnez-vous à la chaîne principale sur laquelle j'ai sorti une super vidéo sur Gaza. Ça vous a vraiment plu. Allez la voir. Donc la chaîne principale, c'est pas du ring, je vous mets ça dans les commentaires et puis dans les liens en description. Et puis on va sortir une vidéo dimanche prochain sur la chaîne principale pas du ring, donc abonnez-vous à cette chaîne aussi. Allez, à plus et ragez bien les droits tardix.